Moi je suis Charlotte Dumont, je suis une des infirmières formatrices du service de réa médico-chir à Necker. Et du coup, moi je suis Kiefer Émilie, je suis une des infirmières du service de réa médico-chirurgical de l'hôpital Necker. Donc là, on va vous faire juste une petite présentation sur l'ECMO Vigile. Ce sera surtout notre retour d'expérience à Necker. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir le vôtre aussi dans les autres centres. Donc pour le petit plan de la présentation, en premier, on fera une petite introduction. On vous parlera de l'ECMO du coup dans notre service depuis 2020 surtout, l'ECMO Vigile. Ensuite, on parlera des protocoles de cannulation et de décannulation en ECMO Vigile. Ensuite, on parlera des protocoles de pansement particuliers. Ensuite, 2 petits cas cliniques sur l'ECMO avant la greffe et enfin, on conclura. Donc, depuis 2020, en gros, on a entre 20 et 30 ECMO par an et 1 à 2 ECMO vigiles par an. Donc, ça paraît pas énorme comme ça, mais ce qui nous intéresse juste après, c'est la durée d'assistance vigile des patients. Donc là, on peut voir sur la courbe rouge les assistances véno-artérielles. Donc, c'est entre 1 jour d'assistance et 9 jours au maximum. Pour la courbe bleue, par contre, les ECMO véno-veineuses, c'est entre 9 jours d'assistance et 90 jours. Donc en fait, même si on n'a que 1 à 2 patients par an, en fait, il reste quand même assez longtemps. Donc la question ensuite, c'est qui peut être en ECMO vigile. Donc ça va être tous les ponts vers la transplantation, que ce soit cardiaque ou pulmonaire. On a aussi parfois les rejets de greffe cardiaque, les post-opératoires compliqués de chirurgie ORL, mais l'ECMO Vigile, ça va surtout s'adresser aux grands enfants et aux adolescents. Donc, quand on parle de protocole, on s'attend à avoir quelque chose d'écrit, de fixe, avec des chiffres dessus. En fait, on n'a pas vraiment de protocole défini, parce que tout ce qui est propre à l'ECMO Vigile, ça va surtout être adaptatif à l'enfant. Donc on a 3 gros items qui vont être la sédation, analgésie, la ventilation et la distraction. Et autour de ces 3 items, en fait, on va un peu s'adapter à l'enfant. Donc pour tout ce qui est la sédation, analgésie, on a différentes molécules. On a la kétamine, la morphine, l'hypnovel et le propofol. Bon, évidemment, il peut y en avoir d'autres. Voilà, et on va s'adapter à l'enfant, aux molécules qu'il tolère. Au niveau des doses, on va s'adapter. On va essayer de trouver le juste milieu entre le confort et le maintien quand même d'une ventilation spontanée. Les anesthésiants locaux comme la xylocaïne ont aussi leur place. Ensuite, on va réfléchir sur la ventilation. Donc, c'est des patients qui sont vigiles, donc qui ne sont pas intubés. Donc, soit on va les cannuler en VNI ou en oxygénation passive, parfois en optiflow. Et on peut également se poser la question du méopa, qui peut être utilisé chez ces patients-là. Et le dernier petit item qui est vraiment très propre à la cannulation en vigile, ça va être la distraction, vu que c'est des enfants qui sont conscients. Donc on peut leur proposer de la musique, des films. On a une éducatrice de jeunes enfants aussi dans le service qui peut venir pendant les cannulations et les décannulations assister les enfants. Et donc l'objectif en fait de ce protocole, ça va être de faire que les patients maintiennent une ventilation spontanée, qu'on n'ait pas besoin de les intuber juste pour ces gestes-là, qu'on s'adapte à l'enfant et surtout à ses besoins. Et ça va être surtout de diminuer la douleur et l'anxiété qui peuvent être liées à ces gestes-là. Donc ensuite, pour vous parler un peu des protocoles de pansement, c'est vrai que nous, on a comme protocole de faire les pansements de cannules toutes les 48 heures. Et donc là, je vais vous parler d'un cas qu'on a vraiment eu dans le service. Donc c'est Théo qui a 13 ans, qui est assisté par ECMO véno-veineuse fémoro-fémorale pour une fibrose pulmonaire et il attend sa greffe pulmonaire. Donc ce jour-là, on rentre dans sa chambre et on doit faire ses pansements de cannules. Et en fait, on se retrouve face à un enfant qui est dans le non, qui refuse qu'on fasse ses pansements. Ça devient très compliqué avec lui, ça devient très compliqué avec la maman. La discussion s'envenime un petit peu. On essaye de discuter quand même et de comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans le refus comme ça. Et en fait, on finit par comprendre que les pansements d'avance sont mal passés, qu'il a peur qu'on les décolle et qu'il a aussi peur de voir le point d'insertion des cannules vu qu'elles sont en fémoro-fémorale. Donc on essaye de réfléchir un peu avec le médecin référent, avec toute l'équipe, sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Théo pour qu'il accepte nos soins. Et donc en fait, on finit par réaliser un peu un protocole sur mesure. Donc les photos qui sont prises, c'est les vraies photos de ce patient-là. Et on essaye de discuter avec lui sur qu'est-ce qu'il rassurait, comment est-ce qu'il voudrait qu'on fasse les pansements. Donc c'est des choses toutes bêtes, mais on voit que décoller les tégadermes, pour lui, c'est très compliqué. On a des espèces de petits sprays magiques à Necker, donc il voulait absolument qu'on en utilise beaucoup pour pas avoir mal, etc. Et donc là, on voit sur la photo, il voulait qu'on fasse un espèce de ce qu'il appelait un petit pantalon pour cacher le point d'insertion de la canule.
Et donc on fait ce protocole-là et en fait on lui demande de signer le protocole s'il est d'accord avec ce qui a marqué. On demande à la maman également, qui avait été un peu dans le conflit avec l'équipe, de signer le protocole. Le médecin référent de ce patient signe le protocole également, et c'est vrai qu'on remarque sur les jours d'après qu'on a beaucoup moins de difficultés à réaliser les pansements chez ce patient, et les choses se passent quand même beaucoup mieux. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui est important pour nous, c'est l'implication de l'adolescent dans la prise en charge, qu'il accepte les soins et qu'il accepte le traitement en cours, qui est quand même un traitement assez lourd de l'ECMO. Et on en reparlera un peu plus tard, mais c'est surtout que le patient puisse participer de manière active aux séances de kiné qui lui sont proposées. Donc là, je vais vous faire le premier petit cas clinique pour les intérêts de l'ECMO Vigile, en tout cas ce dont on a l'impression. Donc c'est Lucas qui a 15 ans, qui a un antécédent de CAV multi-opéré, donc il consulte aux urgences en province le 9 pour décompensation cardiaque sur une grippe surinfectée. Donc là-bas, il est transféré en USC pédiatrique, il fait un premier arrêt. Donc le transfert est organisé vers la réanimation de Necker pour rapprochement d'un centre d'ECMO et de chirurgie cardiaque. Le transport est prévu héliporté, il fait plusieurs arrêts sur le transport et il est choqué 3 fois et il arrive chez nous avec une dysfonction biventriculaire après son arrêt. Donc très rapidement chez nous, il est techniqué, donc il est intubé, pose d'un catécé, d'un catéa, d'une ECMO VA fémoro-fémorale. Et dans les jours suivants, l'examen neurologique est plutôt rassurant, donc on commence à baisser les sédations pour essayer de le réveiller au maximum et de pouvoir l'extuber. Donc après un staff, il y a une décision de transplantation cardiaque qui est proposée, et donc qui est proposée aux parents qui l'acceptent. Et donc là, à ce moment-là, nous, notre volonté, c'est d'essayer de le réveiller au maximum pour pouvoir discuter avec lui et que lui puisse adhérer à ce projet également. Donc quelques jours plus tard, on réussit enfin à l'extuber. On lui parle du projet de transplantation cardiaque et en fait, ce jour-là, il refuse parce qu'il dit ne pas se sentir prêt. Donc tout le monde est assez surpris, mais en fait, on respecte sa volonté et donc on ne l'inscrit pas sur liste. Le lendemain, l'équipe de transplantation repasse quand même le voir, rediscute avec lui et ce jour-là, il finit par accepter, donc on l'inscrira sur la liste. Tous les jours, en attendant la greffe, l'équipe de transplantation passera le voir, le préparera, pourra répondre à ses questions. Et le 24, donc quelques jours plus tard, on reçoit un greffon et il y est greffé le lendemain, donc le 25. L'intérêt, c'était surtout de pouvoir vous parler de son post-opératoire. Donc, il sort au domicile 2 mois après sa transplantation. Il a eu quelques complications ORL, mais la transplantation cardiaque s'est très bien passée. Il a une très bonne observance de son traitement au domicile et il n'a aucun traitement psychotrope, pas de trouble du comportement. Voilà, on a l'impression que sur le plan psychologique, il est plutôt bien à son retour à domicile. Ce ne sera pas la même chose pour notre deuxième cas clinique. Donc c'est Sarah qui a 15 ans, qui a des antécédents d'HTAP suprasystémique idiopathique, qui est suivie depuis 1 an. Et elle passe au bloc le 8 pour anastomose de Potts. Donc l'anastomose ne pourra pas être réalisée devant des conditions techniques non favorables. Donc elle sort en réanimation sédatée et intubée. Le 18, devant une crise d'HTAP et un SDRA, il y a une décision d'assistance par ECMO véno-veineuse qui est posée. Donc il y a une nécessité de maintien de la ventilation mécanique et d'une sédation importante, donc avec plusieurs molécules sédatives, hypnovel, dexdor, kétamine et sufentanil, parce qu'elle continue à faire des désaturations sur des efforts de toux. Donc après plusieurs échecs de sevrage d'ECMO, se pose la question de la transplantation. Donc un staff est réalisé et la décision de transplantation est actée. Donc le projet est présenté à Sarah, qui est toujours intubée, malheureusement, qu'on ne peut pas extuber, mais on essaye quand même de baisser les sédations pour avoir son point de vue sur le projet. Donc elle accepte ce projet-là. Une nouvelle dégradation quelques jours plus tard nécessite l'augmentation des sédations et la mise en place des curares, et elle sera transplantée 3 jours plus tard. Donc au total, elle a eu 60 jours de ventilation mécanique, 52 jours d'ECMO. Et donc ce qui va être important pour nous, ça va surtout être de regarder du coup son post-opératoire. Donc en post-opératoire, elle a une amnésie quasi totale de la période pré-transplantation. Elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé entre le moment où elle rentre au bloc pour son anastomose de Potts et le moment où elle ressort transplantée. Elle ne se souvient quasiment de rien. Donc pas non plus d'avoir donné son accord. Elle a une hyperémèse avec hémétophobie, donc on a énormément de mal à lui donner tous ses traitements, dont ses anti-rejets. Ça devient vraiment compliqué pour nous. Et elle présente une anxiété majeure pendant l'hospitalisation. Et là, elle est à 2 ans de sa greffe et elle est suivie par les pédopsychiatres et elle est toujours anxieuse avec des traitements au domicile.
Donc évidemment, nous, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'intérêt à l'ECMO Vigile. Donc il y a un intérêt certain dans la préparation psychologique à la greffe. Donc c'est vrai qu'à Necker, on a des équipes de transplantation, que ce soit cardiaque ou pulmonaire, qui passent tous les jours. On a des infirmières dédiées à la transplantation qui passent aussi tous les jours voir ces patients-là, qui leur expliquent comment se passera l'après-greffe. C'est important pour nous aussi parce que du coup, le patient peut totalement adhérer à son projet et on se dit que s'il adhère au projet, forcément, les choses se passeront mieux par la suite. On peut anticiper la rééducation. C'est vrai que pour le premier cas clinique, il était réveillé sous ECMO, il pouvait commencer à faire ses séances de kiné, et donc on limite aussi la perte musculaire de ces patients-là. Donc forcément, ça augmente les chances en post-opératoire. Et donc, comme je vous en ai un peu parlé, on les prépare à la greffe et sur comment ils pourront vivre avec leur greffe, que ce soit pour les particularités alimentaires, les choses qu'ils auront le droit de faire. Voilà. On arrive vraiment à les préparer, on a l'impression de vraiment arriver à les préparer quand ils sont vigiles. Alors malheureusement, on sait que c'est pas toujours aussi beau et que forcément il y a des freins à l'ECMO vigile. Si les patients nécessitent une ventilation mécanique invasive, ils doivent être lourdement sédatés et parfois des curares, on sait qu'on ne va pas pouvoir les réveiller. Si le patient est très inconfortable, on va privilégier le confort de notre patient et du coup peut-être plus l'endormir. Si le patient est trop instable aussi, on sait que des fois c'est pas toujours facile de les maintenir réveillés. Et il y a aussi un frein au niveau de l'âge. C'est vrai que, en tout cas de notre expérience, on peut surtout le faire chez des grands enfants et chez des adolescents. Souvent déjà chez les petits enfants, on a des difficultés techniques liées à l'ECMO, des difficultés de débit, des choses comme ça. Et en plus de ça, d'un point de vue psychologique, c'est assez compliqué avec les bébés. Les grands, on peut leur expliquer et les rassurer sur l'ECMO vigile. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué chez les petits. Donc on le fait essentiellement chez les grands enfants et les adolescents. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et du coup, je vous laisse avec une petite photo d'une patiente qui est restée 2 mois en ECMO vigile chez nous et qui a eu sa transplantation de poumon, qui va bien maintenant. Voilà. Qui a donné son accord oui. Pour les photos. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis toujours intéressé quand on parle d'ECMO vigile, parce que c'est souvent une volonté ou un rêve, se dire de pouvoir avoir les patients sous ECMO le plus réveillés possible. On voit qu'il y a des freins, on voit que l'âge, l'adhésion, la participation aux soins est important, le consentement aussi. Il y a des enfants qui, quand on commence à les réveiller, ils disent non, moi je préfère être endormi. Dans notre service, on a beaucoup d'enfants plus petits, donc on est souvent gêné par ces réveils-là, mais c'est vraiment des choses qui, je pense, dans vos services, à partir du moment où on commence à réfléchir, à essayer de réveiller les patients, on va essayer de le projeter un peu sur tous les patients. Je pense que vous n'allez pas vous limiter seulement aux grands et que même les petits, vous allez réfléchir à avoir une sédation la plus légère possible. Donc je suis toujours impressionné quand je vois des reportages comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de l'assistance. Si toi tu en as, Émilie. Moi, je voulais savoir, par exemple, entre les 2 cas cliniques là, que vous nous avez présentés, est-ce que le premier a eu le regret d'avoir été réveillé? Il n'y a pas un moment où il vous a dit « j'aurais préféré dormir » ou du fait que certaines choses, certains soins étaient difficiles? Alors, pour m'être occupée de ce patient, je n'ai pas le souvenir qu'il ait regretté avoir été réveillé. Il avait des parents très présents. Je pense que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui joue beaucoup. Donc beaucoup de réassurance au niveau de ses parents. Et après, comme je disais un peu au début, ce qui est important pour nous, c'est de s'adapter. S'il y a certains soins qui sont douloureux, on va essayer de voir avec le médecin si on ne peut pas mettre des médicaments en place juste pour ces soins-là. Par exemple, je pense des fois aux fibroscopies. En fait, on les fait sous diprivant parce que très désagréable, etc. Mais j'ai pas le souvenir qu'en tout cas, il ait eu de regret à avoir été réveillé. Et je pense que ça lui a permis de vraiment comprendre la situation. Il avait ses parents avec lui. Peut-être que certains patients peuvent le regretter, mais en tout cas, lui, c'était pas son cas. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites de l'ECMO vigile, que vous, votre façon d'être dans la chambre est différente? Parce que l'avantage qu'on pourrait y voir, c'est que
on évite de parler de tout et de rien dans une chambre avec un patient ou de parler de lui sans qu'il le sache, ce qu'on fait tous, même si on ne veut pas chez un patient endormi. Est-ce que c'est difficile à faire? Est-ce que parfois il y a des loupés? Ou est-ce que vous avez l'impression que du coup ça vous permet aussi que ce soit plus calme, plus organisé, ou qu'on parle uniquement des choses nécessaires et qu'on explique mieux que ce qu'on ferait? Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens et que le risque d'avoir un patient sous ECMO qui est vigile, c'est de, entre guillemets, minimiser l'ECMO parce qu'en fait, on a face à nous un patient qui va bien et donc ce serait plutôt dans l'autre sens de se dire on est moins vigilant sur l'ECMO parce qu'on a l'impression que le patient va mieux. J'ai pas l'impression que dans nos interactions, ça change... de manière générale, on essaye de pas discuter de choses qui peuvent inquiéter le patient, qu'il soit intubé ou non. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment plus dans l'autre sens et de se dire le patient est réveillé, on a l'impression qu'il va mieux, donc on est un peu moins vigilant sur l'ECMO. J'ai plus l'impression que c'est dans ce sens-là que ça va... Pour compléter un peu, ouais, j'ai un peu un sentiment identique. Il peut y avoir une forme de banalisation en fait. Finalement, il est réveillé, il nous parle, on discute, on parle de plein de trucs. Et on peut oublier qu'effectivement, il y a quand même 2 énormes tuyaux dans sa jambe droite. Et du coup, oui, il peut y avoir des petits loupés par rapport à ça. Et je pense que ce qui peut être parfois compliqué aussi, c'est si le patient se dégrade. Du coup, on ne l'a peut-être pas vu venir, peut-être un peu moins anticipé. Et ça peut être un peu plus perturbant pour l'équipe parce que, oui, je ne sais pas si on oublie, je ne pense pas, mais ouais, on banalise, je pense... l'assistance sous laquelle il est et qui le maintient en vie, quoi. Donc, Et a priori des ECMO assez longues. Et donc du coup, dès qu'il y a une ECMO un peu longue ou une situation qui se prolonge, je pense que cet aspect pas de banalisation, mais en tout cas d'acceptation aussi pour le soignant face à une situation. Quand l'enfant se dégrade sur 12-24 heures, on est 3, 4, 5, 6 personnes dans la chambre en continu. Je pense que ces patients-là, la prise en charge peut être considérée comme plus légère alors que c'est des patients sous ECMO. complètement. Moi, je suis d'accord avec les filles. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que c'est souvent des ados et que, notamment pour la surveillance la nuit, quand ils ont envie de dormir, qu'il faut aller vérifier le circuit, qu'il faut laisser la lumière allumée parce qu'on leur dit c'est une ECMO, il faut faire attention, machin. Il faut quand même, ça reste de la négociation. Alors on l'a vu avec le pansement, on en est amené à leur faire signer des contrats. Mais c'est sûr qu'en plus, voilà, ils sont vigiles et souvent c'est des ados, donc ça demande, ça prend plus de temps aussi. Et je pense même que parfois pour certains parents, même s'ils ont évidemment bien conscience de tous les enjeux et de toute la gravité de l'état de leur enfant, le fait qu'ils soient conscients, qu'ils puissent encore vachement interagir avec eux, parfois ils peuvent aussi avoir un peu de mal avec les quelques règles qu'on impose à ces patients particuliers qui nécessitent une surveillance particulière. Donc c'est pas mal de négociations, ouais, c'est sûr. Oui. Et du coup, sur la nuit, quand ils dorment, ou du coup ils sont plus mobiles, est-ce que vous avez une surveillance, quelqu'un qui reste en chambre avec eux, ou des parents qui sont là parce que, s'ils se tournent sur une cannulation fémorale, donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez, en cas de complications graves, des protocoles de surveillance, des fiches d'anticipation en chambre, voilà, s'il faut l'intuber rapidement ou s'il il se décanule, qu'est-ce qui est prévu dans ces cas-là? Est-ce que vous avez des protocoles avec des checklists, des choses comme ça? Je vais d'abord répondre à cette question parce que non. Voilà. Oui, il y a une checklist évidemment de vérification à la prise de poste pour s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut si jamais il y a un problème, je sais pas, il fallait passer sur la pompe de secours, il fallait remplir en urgence, vérifier que le circuit, voilà, c'est surveillance classique, mais en cas de dégradation que tu as pu citer, non, il n'y a rien de particulier. C'est pas différent, vigile ou pas vigile? Non, il n'y a pas de différence, non. Et après, la première question... Pour la nuit. Ouais, Pour la nuit, c'est vrai. Alors nous, il y a un des parents qui a le droit de rester toute la nuit, donc ça c'est déjà bien. Après, ça nous est arrivé chez le patient chez qui on a fait les protocoles de pansement, qui pliait les jambes, qui n'était pas très vigilant. On n'a jamais eu d'accident de décannulation sur ça. Après, on leur explique. Et lui, par exemple, on lui expliquait, on lui disait si tu as envie de plier tes jambes, te mettre dans une autre position, tu nous appelles et on t'aide à t'installer. Donc
ça demande à ce que nous aussi, on se rende assez disponible, mais au final, pas plus que pour un patient qui est curarisé, et voilà. Mais les choses se passent en général plutôt bien. Ouais, je pense qu'ils comprennent bien quand même à quel point c'est... Au mieux, je pense, un état de conscience vigile qu'une fausse sédation où l'enfant n'est pas du tout là et complètement en délirium et s'agite dans tous les sens. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ok. Il y a 4... Il y en aura plusieurs dans une alors, mais c'est pour faire simple. C'est quoi le plus petit que vous avez eu comme ça en ECMO-Vigile, le plus jeune? Oui, et deuxième question liée, qu'est-ce qui vous semblerait l'âge un peu minimal pour proposer ce genre de prise en charge? Le plus jeune, Marion, si tu as une idée? 12 ans, ouais, c'est ça. 2 ans et pour combien de temps? 12. Ah. Ouais, non, mais je réfléchis. Si, j'ai l'impression que 12 ans, c'est un peu... Est-ce que vous iriez le proposer à 8 ans? Je pense que ça peut s'envisager. Après, ce sera vraiment patient dépendant, famille dépendante. Ouais. Je pense que Émilie l'a abordé, mais la place des parents et leur présence, leur acceptation du projet, leur implication, ça va forcément nous aider ou à l'inverse être un frein. Donc, Et est-ce que vous avez eu des incidents graves sur ceux qui étaient vigiles, justement des décanulations ou des choses comme ça? Non. Des petites mobilisations de canules, oui, mais voilà, rien de... Mobilisation de canules, ouais. Sur le patient qui pliait les jambes, mais sinon rien de très grave. Merci. Grand merci. Merci à vous. Merci.